Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Raphaël Vous Aufier. êtes l'ancien président de la métropole. Alors dimanche, ce sera le premier tour des élections présidentielles. Vous serez le dernier invité que nous recevrons dans ce cadre. On se souvient qu'aux élections régionales, vous aviez apporté votre soutien à Najat Vallaud-Belkacem, la candidate socialiste. Cette fois, ce ne sera pas pour Anne Hidalgo. Vous avez rejoint Emmanuel Macron. Le PS n'a pas voulu de vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, je n'ai rien demandé au Parti Socialiste et le Parti Socialiste ne m'a rien demandé. Non, je crois qu'on est dans une situation qui est tellement particulière. J'étais venu vous voir il y a 2 mois, je crois. Je vous avais déjà dit que la droite et l'extrême droite étaient autour de 47%, qu'on avait un Parti Socialiste qui était à 5%. Aujourd'hui, les écarts se sont encore creusés et je crois qu'il y a un véritable danger aujourd'hui. Et je pense qu'encore une fois, encore plus fortement qu'il y a maintenant 2 mois, je pense qu'il faut apporter son soutien à Emmanuel Macron dès le premier tour. Je pense qu'il y a une dynamique autour de Marine Le Pen et moi je voudrais dire un mot à ce qu'on appelle les indécis de gauche, parce que finalement c'est peut-être eux qui feront ceux qui aujourd'hui, à 2 jours du scrutin, ne savent pas s'ils vont voter et pour qui ils vont voter. Alors moi je leur dis ce que je me suis dit à moi-même. Bien évidemment j'ai été comme certains en soutien à Emmanuel Macron en 2017, j'ai été déçu, réticent sur un certain nombre de mesures, mais j'ai aussi observé ce qui avait été fait. Moi je dis aux indécis de gauche, rappelons-nous la crise du Covid, le quoi qu'il en coûte. Pas un gouvernement de gauche n'aurait fait plus que ce qu'a fait Emmanuel Macron en direction des entreprises, du chômage partiel, l'année blanche pour les intermittents, le soutien aux festivals, le soutien aux plus précaires pendant cette période du Covid. Et puis je leur rappelle quand même quelques mesures qui sont des mesures de gauche. L'allongement du délai pour l'interruption volontaire de grossesse, la PMA pour toutes, le doublement du congé paternité, les dédoublements des classes dans les zones les plus complexes et les plus difficiles. Et ça, c'est des mesures de gauche. Je crois que la gauche ne les avait pas faites. Emmanuel Macron les a faites. Et je pense qu'il faut se rappeler de ça à quelques jours du premier tour du scrutin. Et puis, on a beaucoup évoqué le RSA là, pendant la campagne, mais il faut évoquer aussi l'emploi, parce que la première réponse à celles et ceux qui sont au RSA, c'est l'emploi. 2022, c'est 3 millions d'emplois et c'est la moitié de CDI. Et ça aussi, c'est une politique qu'a portée pas seulement Emmanuel Macron, c'est un peu d'ailleurs, je le dis à nos amis socialistes, ce qui avait été initié avec François Hollande. Et donc c'est tout ça qui me fait dire qu'il faut dès le premier tour renforcer Emmanuel Macron pour s'assurer de son succès au second tour, parce que sinon, c'est l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, et on verse dans un autre scénario. On entend dans vos arguments beaucoup d'éléments du bilan. On entend paradoxalement aucun élément du projet d'Emmanuel Macron. Parce que je viens de commencer mon propos. C'est la retraite à 65 ans, par exemple. Il n'a quand même pas fait campagne sur des mesures de gauche. Non, mais je crois que, par exemple, sur la retraite à 65 ans, si François Hollande avait été candidat, avait été réélu, il aurait rallongé la durée des cotisations. C'était dans les cartons de nos amis socialistes. La retraite à 65 ans, oui, à condition de prendre en compte, et c'est là où il faudra peser sur la pénibilité, sur les carrières longues, faire en sorte que ceci soit dans un dialogue social équilibré. C'est le travail qui doit être mené. Mais au-delà de ça, il y a une mesure extrêmement forte, à mon sens, qui doit résonner aux oreilles des indécis de gauche avec Emmanuel Macron. C'est notamment le versement des aides sociales à la source. Ça, c'est une véritable mesure de gauche. Bien sûr, celles et ceux qui n'ont jamais regardé cette question ne voient pas réellement l'importance. Mais quand vous êtes au RSA, quand vous touchez un certain nombre d'allocations et que vous êtes obligé d'aller faire des demandes 4 ou 5 fois par jour pour remplir vos dossiers, demain, avec cette mesure, vous toucherez votre aide automatiquement sur votre directement. Et ça, c'est une grande avancée sociale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 30% des gens qui ne font pas recours aux aides auxquelles ils ont droit. Et bien cette mesure, elle va amener beaucoup plus de justice sociale et ça me paraît un élément phare du programme d'Emmanuel Macron qui n'est pas tellement mis en avant, mais il faut dire que la campagne est tellement discrète chez les uns et chez les autres que c'est difficile de faire émerger les projets. Parlons de ces indécis de gauche, quand ils voient que Éric Woerth est accueilli à bras ouverts par la Macronie, quand ils voient que Nicolas Sarkozy négocie son ralliement, on entend dire qu'il aurait demandé un groupe de 50 députés, puis le choix du Premier ministre. On ne peut pas dire que ce soit des signaux qui soient envoyés pour les faire rejoindre Emmanuel Macron dès le premier tour. Ouais, vous pourriez citer François Rebsamen, vous pourriez citer Jean-Pierre Chevènement, vous pourriez citer Juliette Méadel, ex-secrétaire d'État de François Hollande. Donc effectivement, il y a une culture du dépassement. Mais c'est pas entrer en Macronie que de voter
pour Emmanuel Macron au premier tour des élections présidentielles. C'est bien évidemment faire en sorte que le risque extrême droite ne soit pas renforcé pour le second tour, mais c'est aussi faire le choix de peser sur ce pôle de gauche absolument important après le second tour des présidentielles. Et c'est pour ça qu'avec un certain nombre d'amis socialistes, anciens socialistes, eh bien, on a décidé de s'engager dans ce soutien dès le premier tour. Mais vous savez qu'à gauche, Nicolas Sarkozy fait figure d'épouvantail. Quand vous voyez qu'il pourrait rallier Emmanuel Macron, ou quand vous voyez le choix du ministre de la Justice, par exemple, Éric Dupond-Moretti, qui, une fois nommé, va enclencher les sanctions contre les juges qui ont mené des enquêtes sur Nicolas Sarkozy, qui, juste avant le premier tour, va bloquer la promotion de ces mêmes magistrats. Vous voyez bien que pour les électeurs de gauche, c'est compliqué. Non, mais je comprends que ça soit compliqué pour les électeurs de gauche, et c'est pour ça que j'appelle, moi, les indécis de gauche à prendre en compte l'ensemble de ce qui a été fait et des mesures qui pourraient être prises après. Je reconnais, moi, un certain nombre de réticences, et je les ai exprimées tout au long de ce quinquennat, mais pour autant, on est dans une situation, je crois qu'il y a aussi une situation internationale, on ne l'a pas évoqué, avec l'Ukraine, l'Europe. Et je pense que, eh bien, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a la stature pour comment dire, répondre à cette situation internationale dans les années qui viennent. Et je crois qu'il faut aussi le prendre en compte. On se souvient qu'en novembre dernier, vous aviez rencontré François Hollande. Cette semaine, on a beaucoup parlé d'un déjeuner entre Anne Hidalgo, François Hollande, Martine Aubry, quelques autres, pour préparer l'après, pour préparer peut-être une refondation du PS, une alternative, un PS élargi. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pourriez participer ? Je crois qu'il faut qu'on participe tous à la création d'un nouveau pôle social-démocrate, en tout cas une gauche de gouvernement, une gauche qui est capable de faire des coalitions. Elle ne va pas se reconstituer autour de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, en tout cas, je l'espère. Et à partir de là, bien évidemment, certains prennent des initiatives. Nous prenons, nous, des initiatives avec la Fédération progressiste, avec Rebsamen et d'autres que j'ai cités tout à l'heure, Olivier Noblecourt et d'autres personnalités politiques, des maires, le maire de Dunkerque et d'autres élus. Et je pense qu'on a vocation, bien évidemment, à l'issue des élections présidentielles et des élections législatives, de discuter avec toutes celles et ceux qui ont envie demain de reconstruire une gauche de gouvernement, une gauche social-démocrate sur des valeurs communes, parce que bien évidemment, on a des valeurs qui nous rassemblent. Vous avez cité François Hollande, vous avez cité Martine Aubry, moi j'ai cité François Rebsamen, le maire de Dunkerque, Juliette Méadel. Enfin, tous ces gens-là ont capacité à discuter, à se mettre autour d'une table, bien évidemment. Ce qui veut dire qu'avec la Fédération progressiste, dont vous faites partie des fondateurs, vous imaginez pas comme simplement la jambe gauche de la Macronie. Vous êtes prêt à créer un ralliement avec le reste de la gauche. Oui, je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour évoquer ça, mais je crois qu'on est dans un travail de reconstruction de la gauche progressiste. Et ce travail, on doit l'amorcer très tranquillement et le faire dans un objectif de grand rassemblement, bien évidemment. À l'inverse, vous inquiétez pas de voir, on a parlé, pour revenir un peu sur la scène locale, on a parlé des ralliements à droite vers Emmanuel Macron, on parle beaucoup maintenant de celui d'Alexandre Vincendet, potentiel, qui est le président de LR dans le Rhône, qui était votre concurrent à la métropole. Est-ce que vous pourriez collaborer ensemble dans une même majorité demain ? Écoutez, on n'en est pas là aujourd'hui, mais je crois qu'effectivement, on le verra dimanche soir sans doute. On va être dans un paysage politique quand même extrêmement nouveau. Je pense que dimanche à 20h05, les Républicains auront explosé sans doute en deux, avec sans doute d'un côté des Éric Ciotti, Laurent Wauquiez qui iront discuter comme ils ont su le faire avec la droite extrême et l'extrême droite, et puis sans doute d'autres Républicains qui s'inscriront dans une autre logique. Et on verra bien à ce moment-là avec qui on sera en mesure de discuter. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'abord de renforcer Emmanuel Macron au premier tour. Moi, je le redis aux indécis de gauche, attention, sans agiter une menace de l'extrême droite. Mais Marine Le Pen, c'est d'abord et avant tout demain une présidente de la République raciste, antisémite, qui remettra en question les droits sociaux et qui réfléchisse bien à ça avant d'aller voter ou de ne pas voter dimanche dans quelques jours. Un mot sur la scène locale. L'actualité de la semaine, c'était aussi cette mission menée par François-Noël Buffet, président de la commission des lois au Sénat, sur la métropole de Lyon et celle de Marseille. Vous qui avez œuvré à la tête de cette métropole, est-ce qu'il faut en modifier le mode de fonctionnement ? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? Écoutez, moi j'ai lu ce qu'avait dit Bruno Bernard,
Et Bruno Bernard a dit, le président de la métropole, a dit c'est pas la loi qui pose problème, cette métropole elle est extrêmement forte, elle est extrêmement intéressante avec toutes ses compétences, c'est l'usage que l'on en fait. Ben, moi je suis d'accord avec lui, simplement le désaccord que j'ai avec lui c'est que je pense qu'il n'en fait pas tout à fait encore un bon usage et qu'il faut améliorer l'usage de cette métropole. Mais moi je ne suis pas quelqu'un qui souhaite qu'on remette en question la loi. Il y a peut-être des choses à évoluer, à faire évoluer sur le mode de scrutin, sur les circonscriptions, mais en tout cas sur les compétences qui sont en main de la métropole, je pense qu'il faut les conserver et améliorer surtout le fonctionnement de cette métropole. On se souvient que pendant la campagne, vous aviez beaucoup dit aux électeurs écologistes que finalement il valait mieux voter pour vous parce que vous étiez prêt à aller plus loin, plus vite, puisque déjà aux manettes. Vous avez entendu monter au créneau sur la question de la piétonisation de la presqu'île. Est-ce que vous regrettez que les écologistes finalement n'en fassent pas plus ? Ce que je regrette, c'est que Grégory Doucet, qui est maire de Lyon, passe plus de temps à poser des symboles. Et quand on est maire d'une grande ville, Lyon c'est une grande ville, c'est pas des symboles qu'il faut poser, c'est des actions qu'il faut mettre en place, c'est de l'attention en proximité. Et pour l'instant, le compte n'y est pas. Et c'est vrai que sur la piétonisation, je pense que si nous avions été élus, les choses seraient déjà bien avancées. Et aujourd'hui, elles restent encore à l'état de la réflexion et d'une concertation qui reste encore à venir. Et vous les trouvez trop lents ou vous les trouvez pas assez ambitieux ? Moi, je trouve qu'il manque beaucoup d'ambition. Je ne sais pas, je ne connais pas le projet du maire de Lyon, Grégory Doucet. Michel Lefaou l'avait dit d'une formule un peu courte, certes, mais Grégory Doucet explique de partout qu'il veut être le maire des piétons. Il est surtout aujourd'hui le maire du piétinement. Rien n'avance dans cette ville. On ne comprend pas ce qu'il fait, à part poser des symboles et faire de grands discours. Mais la politique locale, ce n'est pas des grands discours, c'est des actions. Pour être clair, vous seriez favorable à une piétonisation de l'ensemble de la presqu'île ? Oui, moi je l'avais déjà expliqué. D'ailleurs, on l'avait lancé dans des conditions, bien sûr, qui restaient à définir. J'avais dit qu'il fallait notamment mettre des bornes sur l'ensemble de la presqu'île, ce qui nous permettait de faire de la piétonisation à la demande et de l'adapter, mais aussi de pouvoir avoir une première réponse, notamment aux problématiques des rodéos de voitures, puisque tous les soirs, on pouvait monter les bornes, un peu comme on le fait dans le Vieux-Lyon. Et c'était quelque chose que nous avions déjà réfléchi, qu'on avait budgété. Et je ne comprends pas pourquoi Grégory Doucet revient à l'origine. Mais Grégory Doucet a un petit problème. Il pense que Lyon, il y a eu l'empereur Claude, et ensuite Grégory Doucet, qu'entre les deux, rien ne s'est passé. Il y a eu des maires qui ont fait beaucoup de choses. Et il faut qu'il s'appuie sur ce qui a été fait avant, et de ne pas penser qu'il est arrivé et que Lyon est né avec son arrivée. Un dernier mot sur votre avenir politique. Vous l'avez déjà dit, mais la question est souvent reposée de nouveau. On vous imagine peut-être candidat aux législatives en juin prochain, peut-être candidat pour entrer dans un nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça pourrait être le cas ? Non, je l'ai dit, alors je le redis, moi je ne suis pas candidat aux législatives, et ce qui détend mon propos, hein, c'est-à-dire que quand moi je soutiens Emmanuel Macron, on ne peut pas dire que je lui renvoie l'ascenseur, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron m'ait soutenu aux élections métropolitaines et municipales, et comme je ne suis pas candidat aux législatives, je n'attends rien, je le fais parce que je pense que c'est l'intérêt de notre territoire, c'est l'intérêt de notre pays de soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour de ces présidentielles. David Kimmelfeld, je vous remercie. Je vous rappelle que le premier tour des élections présidentielles, c'est ce dimanche. Et nous, on se retrouve lundi pour parler des résultats de ce premier tour dans une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.